Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui je reçois non pas un invité mais deux invités, Alice Audio et Jean-Robert Vialet. Ils ont réalisé le film documentaire intitulé Des Hommes en salle actuellement. Des Hommes, c'est une immersion dans la prison des Baumettes à Marseille. 30 000 m², 2000 détenus dont la moitié n'a pas 30 ans. Enfermés à 2, voire 3 personnes dans des cellules de 9 m². En 2012, le contrôleur général des lieux de privation de liberté qualifie les conditions de détention de la prison d'inhumaines. Et la première scène du film montre un homme enfermé dans une sorte de cachot à la recherche d'une cigarette. Seule une vitre en plexiglas le sépare de la caméra, comme un moyen de le rencontrer qu'on n'aura jamais. Et cette cigarette, cette foutue cigarette, il ne la trouve pas et ça le rend dingue. Cette scène est la première, mais est aussi la dernière scène du film, car le quotidien aux Baumettes, c'est cyclique, c'est redondant, c'est dur. Mais il y a de l'humanité, il y a des rires, il y a des rencontres, que Jean-Robert Vialet et Alice Audio montrent à merveille, comme si toute peine n'était pas perdue. Et avec eux, on va parler des conditions de tournage dans un tel lieu, de la figure des surveillants de prison, ou encore du système judiciaire français, disons, perfectible à certains endroits. Bonne écoute. Bonjour à vous deux, Jean-Robert et Alice. Alors le dispositif technique est un peu particulier aujourd'hui pour la simple et bonne raison que nous sommes 3 et que nous avons 2 micros. Alors vous allez vous le passer, mais aujourd'hui vous êtes tous les deux parce que vos regards sont assez complémentaires sur ce film documentaire qui est une espèce de plongée dans cette prison des Baumettes à Marseille, et prison qui a été fermée, je précise, en 2018 et dont la destruction est prévue cette année, en 2020. Alors je vais redonner quelques dates. En 2013, vous avez fait une première demande de tournage et vous avez enfin tourné de 2016 à 2018, si je ne me trompe pas. Mais en 2015, vous y avez passé 3 semaines sans caméra. Qu'est-ce que vous y avez fait ? Du repérage technique, j'imagine, mais quoi d'autre ? Je crois que là, on rentre dans un univers qui ressemble à rien de ce qu'on connaît. La prison, ça ressemble à rien rien de ce qu'on a pu vivre ou lire à ce sujet. Moi, je vois un chaos, en fait. Je vois un chaos. On nous laisse aller partout. Dans D'accord. Les commissions disciplinaires, dans les quartiers disciplinaires, dans les bâtiments réservés aux personnes vulnérables où souvent sont enfermés des fous, où la nuit il n'y a pas de surveillance et où les surveillants espèrent en ouvrant les portes le matin que rien ne se soit passé. On va au bâtiment B qui est habité par 546 hommes où la surpopulation est hallucinante. Et puis, on se dit qu'on a envie de revenir. On est convaincu qu'il y a là quelque chose de très important, en fait, à montrer. Parce que, en fait, ces hommes, ils nous parlent de nous, en fait, de notre société profondément inégalitaire. Et c'est des fragments, des bribes, en fait, qui racontent une histoire collective. On se dit que c'est important de revenir là-bas. Juste une petite précision, la prison ne va pas être détruite et fermée. Les bâtiments anciens de la prison ont été vidés, les détenus ont été transférés dans une nouvelle zone de la prison récemment construite, et ils vont détruire la deuxième tranche, on va dire, des anciens bâtiments pour reconstruire. Donc on n'est pas dans un moment en France où on supprime les prisons, où on détruit les prisons, où on arrête. Au contraire, on est dans un moment où en fait il y a de plus en plus de gens qui sont incarcérés en France, et ça fait un moment que ça dure. D'où l'intérêt de ce documentaire. Alors, je le rappelle, vous êtes entre autres journaliste. Vous, Alice Audio, vous avez eu le prix Albert Londres, qui est un peu le concours des reporters en 2012 pour Zambi, à qui profite le cuivre, avec Audrey Gallet. Et vous, Jean-Robert, le prix Albert Londres aussi, en 2010, pour votre trilogie La mise à mort du travail. Comment, en tant que journaliste, on filme l'attente, l'ennui, la violence, avec les risques potentiels que comporte une prison ? Il n'y a pas d'interview, par exemple. La caméra est comme un témoin, il n'y a pas non plus de sensationnalisme. Alors, quel a été votre regard, votre point de départ ? Je crois que notre grand questionnement, en fait, à nous, documentaristes, à la différence du travail journalistique qu'on a pu mener par ailleurs, c'est comment nous débarrasser, en fait, du sujet. Comment est-ce qu'on va se débarrasser de ça pour aller vers autre chose, pour aller vers du cinéma.
Et à mon avis, pouvoir aller là, c'est pouvoir rendre compte d'émotions, en fait, de sensations et d'émotions, et de pouvoir les faire passer, de les rendre tangibles. Et ce qu'on va filmer aussi, c'est une relation. Moi, je crois en ça, je crois qu'avec un personnage, on puisse avoir une relation, même si elle est courte, même si elle est brève. Mais en tout cas, ça va nous faire des instants qui sont un peu magiques et qui parfois donnent l'impression de fiction, en fait, que le personnage a joué là son propre rôle. Et c'est ces instants-là, en fait, qu'on recherche, à observer ces hommes, à rester longtemps et à ne pas interférer, en fait, à tenter en tout cas d'interférer le moins possible avec ce qu'ils vivent là maintenant. Donc non, on ne fait pas d'interview. On parle avant que la caméra se mette en route, on discute avec eux de ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, de quoi est constituée cette journée-là, est-ce que vous allez cuisiner, dormir ou lire, est-ce qu'on peut venir ? Et puis ils nous ont acceptés, en fait, dans ce quotidien qui est fait de plein de petits riens qui jalonnent ces longues journées d'ennui. Et c'est ce qu'on avait envie de saisir assez proche physiquement d'eux, pour rentrer dans une sorte de sphère émotionnelle où on peut presque sentir l'émotion, voir les corps qui sont marqués par la prison, on voit leurs cicatrices, on entend leurs cigarettes qui se consument, et d'être proche d'eux, ça nous laisse donner à ressentir ça aussi, en fait, ce silence, cet ennui, et c'est ça qu'on recherchait. On voulait pas traiter de sujet, on voulait s'en éloigner. Ouais. Mais justement, les détenus, c'est les personnages, disons principaux, mais c'est délicat parce qu'une caméra, c'est pas rien dans une prison. Comment vous avez été reçus par ces détenus ? Est-ce que c'était un moment joyeux ? Est-ce que ils se méfiaient, peut-être ? Quand vous supprimez le droit des individus de vivre en société, c'est ça l'objet de la prison. C'est l'objet. Vous leur supprimez une part immense, effectivement, de leur liberté, mais pas de leur liberté physique simplement, de leur liberté psychologique, de leur capacité d'évasion, de leur possibilité de rencontre, enfin de tout ce qui fait de relations humaines. Alors en fait, quand on arrive avec une caméra dans une prison comme ça, qu'on y passe un peu de temps, que les détenus sont au courant très très vite qu'on va y passer du temps, que c'est un film de cinéma, etc., les gens qui sont là ont très très envie, en fait, de dialoguer, très envie d'être avec vous, très envie de vous rencontrer, très envie de s'exprimer, très envie aussi d'une certaine manière d'être à l'extérieur par la magie du cinéma et de pouvoir être vu éventuellement à l'extérieur par des gens qui les jugeront différemment, juste que comme ce sont des gens enfermés, de dangereux criminels ou de dangereux délinquants, sans les avoir jamais rencontrés. Le cinéma donne la possibilité effectivement à ces gens, d'une certaine manière, de re-rencontrer l'extérieur. Et ça, eux, ils le comprennent bien, ils l'ont bien compris, au point où, effectivement, ils se saisissent de l'occasion de notre présence et la présence de cette caméra dans leur cellule, etc., pour être ce qu'ils ont envie d'être dans une séquence, quasiment comme on assistait à chaque fois à la processus de fabrication d'un acteur à l'écran, au fond, sans que ce soit grossier et grotesque. Bien sûr, ouais. On est d'accord que faire un film documentaire dans un tel lieu que représente la prison des Baumettes, c'est quasi que de l'imprévu. C'est strictement que l'imprévu. On ne prépare pas de casting, on ne s'est pas dit il nous faut des personnages dealers, des quartiers nord, des vendeurs de shit, d'origine immigrée, etc., etc. Non, on est dans la prison, il y a 600 mecs dans le bâtiment, il faut circuler. Nous, on circule dans les couloirs. Au passage des couloirs, on rencontre des gars comme ça, super à l'arrache. Ouais. Parce qu'ils vont chez le médecin, à l'infirmerie, ou parce qu'ils sont en déplacement à un moment et on discute quelques secondes, quelques minutes parfois, ou quelques secondes avec eux en disant c'est vous qui faites le film, nous, oui c'est nous, salut, et toi t'es où, quel étage, etc. Et hop, et on monte plus tard et on prend le numéro de cellule, si on sent comme ça que quelque chose est possible entre nous. On prend le numéro de cellule et quelques heures plus tard, on va le voir en cellule, le détenu ou les détenus en question, et on pose la caméra. On discute à peine, très peu, un tout petit peu, on pose la caméra et on laisse entièrement tout se faire tout seul. Se dérouler. Dans le film, on le voit, on le sent, il y a un bruit permanent.
il y a des voix, il y a des cris partout, tout le temps. C'est un lieu qui ne dort jamais. Il y a même un jeune qui dit, dans le film, la prison, ça fatigue. Le temps calme, vous l'avez vérifié, ça n'existe pas sur place. Le temps calme, déjà les cerveaux bouent. Ils sont en perpétuel, ouais. Donc en perpétuel bouillonnement, dans le sens où, pas au sens de faire travailler vos cerveaux en lisant du Bergson ou du Nietzsche, mais dans le sens de la lutte perpétuelle contre le décrochage psychologique. Parce que c'est ça, la prison rend fou. Ça, c'est d'une part. Donc en fait, le bruit intérieur, je pense que chez ces gens-là, il est perpétuel. Deuxièmement, le bruit réel, le bruit physique, le bruit, les coups sur les portes, présent, les cris, les hurlements, il est perpétuel. Ça se calme un peu. On a passé une fois une nuit jusqu'à très tard dans la prison. Effectivement, vers 1h, 2h du matin, ça va se calmer. Vers 8h, ça se calme un tout petit peu, mais ça continue à être très brillant vers 1h. Et puis ça peut ressurgir, le bruit, un pétage de plomb dans une cellule, ça peut ressurgir très très vite, très fort dans la nuit. Donc effectivement, le bruit est quelque chose d'extraordinairement oppressant. Dans une prison, on est à la fois seul, hyper solitaire, englué dans un processus d'emmerdement infini, et en même temps on est effectivement complètement immergé dans ce son, ces hurlements, ces cris, ce brouhaha perpétuel. La prison résonne énormément, donc en fait c'est très oppressant le son au bout d'un moment. Les détenus, ils semblent avoir un quotidien assez cyclique, et la première et la dernière scène du film le montrent hyper bien pour ceux et celles qui verront le film. Ils mangent, ils fument, ils font du sport, ils se lavent. Ces gestes, ces rituels, c'est ça qui les raccroche au monde. C'est à la fois ça qui les raccroche au monde, et c'est aussi ça qui les déresponsabilise en fait d'eux-mêmes. C'est cette espèce ces petits rituels en fait qui sont aussi complètement infantilisants, qui constituent leur quotidien. Et ils ont aucune capacité d'intervention sur ces rituels-là. Donc ça, c'est très compliqué pour eux. C'est très compliqué d'attendre, c'est très compliqué d'être à la merci de quelqu'un qui va ouvrir ou pas votre porte et comprendre le besoin que vous avez, qui ne peut pas s'inscrire dans cette journée-là. Ce sera quand on aura le temps. Et cette maîtrise du temps, elle est très compliquée. On filme dans les premiers moments du film quelqu'un qui pète un câble, qui hurle. Et pourquoi il hurle en fait ? Parce que ça fait 3 jours en fait, 3-4 jours qu'il demande à ce que son lavabo soit réparé. Parce que dans ce lavabo, il va se laver, il va laver ses vêtements, il va faire sa cuisine. Ne pas avoir d'eau en prison, c'est l'horreur absolue. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait révélé le premier rapport du contrôleur des droits, en spécifiant qu'un détenu n'ayant pas eu accès à l'eau depuis quelque temps avait été obligé de boire l'eau des toilettes. Donc c'est parlant. On est face à des frustrations immenses en fait de la non-maîtrise du temps. Est-ce que vous avez noté que l'enfermement, dans cette perspective, par exemple, ils prennent leur douche de manière collective, ils vivent à 2, 3 parfois dans une cellule de 9 mètres carrés. Est-ce que tout ça renforçait un certain esprit de collectif ou pas du tout ? Est-ce que la prison, c'est chacun pour sa pomme, quoi qu'il en soit ? C'est les deux à la fois. On est forcément dans quelque chose de collectif, mais c'est un collectif qui est forcé. Alors ça peut donner lieu à des beaux moments parce que ça existe, de camaraderie, d'amitié, de rire. C'est un monde aussi où la métaphore est là tout le temps, la blague, se chambrer. Enfin, c'est très marseillais aussi. Oui, aussi. Rappelons que c'est à Marseille. Rappelons que c'est à Marseille, dans un monde où l'oralité est permanente. On se salue aussi entre détenus et surveillants, on se claque la bise parfois, on se serre la main, on s'appelle par son prénom. Et ça, je pense que c'est peut-être assez particulier à la détention marseillaise, c'est lié à la ville. Et puis ce collectif, il peut vous amener à faire des choses horribles aussi.
parce que c'est une existence qui est contre nature. Donc, pendant qu'on est là, on voit un jeune qui est incarcéré pour défaut de permis et qui va finir par tuer dans la cour de promenade. C'est aussi cette existence-là qui a pu le conduire à ça. Alors vous en parliez justement des surveillants, des gardiens, c'est des figures hyper importantes bien sûr, qui n'assurent pas que la sécurité. Et certains n'hésitent pas à essayer de, disons, limiter les dégâts avec les détenus. Il y a par exemple cette surveillante qui dirige un bâtiment, il me semble, et qui semble être une oreille très attentive, qui est très avenante presque avec eux, quitte à leur fournir des cigarettes. C'est une des forces du film d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est qu'il ne montre pas que la dureté du lieu, mais aussi, disons, son humanité. Mais surveillant de prison, surveillant aux baumettes, ça n'est pas un métier facile. Vous leur avez parlé de ça, de la raison pour laquelle ils font ce métier ? Qui décide dans sa jeunesse de faire surveillant de prison? Sans doute pas grand monde, parce que les surveillants de prison, c'est peut-être les plus mal aimés de tous les travailleurs, encore bien plus mal aimés que les policiers par exemple. Au-delà des problématiques actuelles mais voilà, donc plein de surveillants de prison le disent pas à l'extérieur. Vous en avez déjà beaucoup rencontré des surveillants de prison qui vous ont dit je suis surveillant de prison? Ouais, c'est vrai. Je pense que si vous en avez rencontré, peut-être qu'ils vous ont pas dit qu'ils étaient surveillants de prison, parce qu'effectivement il y a toute une mythologie qui est sans doute d'ailleurs liée au cinéma, qui tourne autour des surveillants de prison. Alors effectivement, la violence dans des lieux, la violence de l'institution, elle existe. L'institution est violente elle-même parce que juste sa propre existence telle qu'elle est. La violence des surveillants, ça existe. Il y a des cas de violence importantes et graves des surveillants des dérives. Comme dans tous les milieux comme ça, les milieux fermés, les colonies de vacances, on y a trouvé des pédophiles dans l'église. On a trouvé des curés qui ont pratiqué le viol des bonnes sœurs pendant des années. On l'a appris il n'y a pas longtemps. On a compris ça. Voilà. Donc dans tous les milieux effectivement fermés, ça peut produire effectivement des situations où quelques-uns vont dériver et vont être violents. C'est vrai, chez les surveillants, il y a forcément, vous trouvez des fachos, des tarés, des gens qui vont déraper. Mais c'est pas du tout la majorité, en fait, des surveillants. On choisit pas d'être surveillant parce que on a envie de taper sur des détenus ou on a envie de faire l'autoritaire. On choisit pas d'être surveillant parce qu'on a envie de rester 24 heures sur 24 pendant 30 ans de sa carrière dans une prison à fermer et ouvrir des portes et à être un porte-clés, comme disent les détenus. Mais sans doute que pour la plupart, la majorité d'entre eux ont choisi d'être surveillant de prison parce qu'on a besoin d'un boulot et que c'est ça qu'on a trouvé. Et la réalité, je pense qu'elle est vraiment là. Donc effectivement, après, à l'intérieur du système, et nous on l'a vu, et on s'est dit, on se doit de le montrer. Effectivement, on a vu plein de gens, plein de surveillants, ou de surveillantes d'ailleurs, qui s'arrangent, qui se débrouillent, qui essayent d'arranger les situations, qui trouvent des combines pour fournir un peu de tabac à un détenu qui a plus de tabac pour le week-end, et que du coup le détenu va être en super bad pendant tout le week-end, parce qu'il n'y a que ça à faire, fumer dans une prison. Donc voilà. Donc après, c'est chacun dans le travail, mais comme dans tout travail, chacun y essaye d'y mettre avec ses capacités un peu d'intelligence humaine pour arranger le système, parce qu'effectivement travailler dans une prison en tant que surveillant de prison dans des lieux avec des surpopulations gigantesques en France ou Baumette, là en ce moment là dans la nouvelle partie Baumette, on est à 170% de taux d'occupation, c'est-à-dire qu'il y a 600 places et il y a presque 1000 détenus. Donc c'est délirant. Donc à ce moment-là, imaginez, il n'y a pas plus de personnel. Donc en fait c'est la catastrophe absolue. Donc tout le monde se démerde. Et le projet, si le projet c'est de réinsérer les détenus en les enfermant là pour les aider ensuite, pour les punir, et puis ensuite qu'ils se réinsèrent, en voyant ce que c'est, d'avance on a compris que le projet est raté d'avance. Est-ce que c'est la responsabilité des surveillants ? Sans doute pas, c'est la responsabilité du système et de la politique française. Justement, je le savais pas, mais la France a été condamnée 17 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention. Qu'est-ce que les Baumettes disent de notre système judiciaire en France ? La réticence à se réformer, l'inefficacité totale ou partielle de la punition, qu'est-ce que ça dit ? Je pense que les politiques ont vraiment du mal, au vu du climat sécuritaire qui règne en ce moment en France, à avoir le courage en fait d'affronter cette question-là. C'est tellement compliqué de remettre cette politique en cause, en fait, le fait que inéluctablement on va enfermer très vite. Et on est en France un pays où depuis 3 ans on enferme de plus en plus parce qu'on a élargi le champ pénal. Aujourd'hui on va plus en prison qu'avant.
pour les mêmes... aussi, il y a quelque chose, moi, qui me pose vraiment question, c'est pourquoi, dans 98% des condamnations pénales, il n'y a plus d'instruction. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de juge qui est chargé d'enquêter, et du coup, un droit de la défense qui a accès au dossier, qui peut demander des contre-expertises et aussi faire évaluer l'état psychique de la personne sous main de justice. Ça n'est pas possible en fait. Lorsqu'il n'y a pas d'instruction, ça n'est pas possible. Une instruction, ça coûte cher, c'est long. Donc maintenant, c'est les comparutions immédiates en fait. Et les comparutions immédiates, on sait qu'elles vont occasionner du ferme. On juge quelqu'un entre 20 et 30 minutes. Alors là, ça pose la question aussi de l'accès à la défense, en fait, au droit de la défense. Et là, si on n'a pas de bon avocat qu'on a payé, comment est-ce qu'on peut se défendre, en fait ? C'est ça aussi que ça nous dit les Baumettes. C'est plein de gens qui font partie d'une classe sociale qui est extrêmement défavorisée et qui n'a pas le loisir ni les moyens de se défendre. Donc, un avocat qui est commis d'office et qui fait les permanences des comparutions immédiates, quel est le temps qui lui est imparti pour pouvoir défendre son client. Et je crois que voilà, ça c'est un acquis social qui est tout à fait fondamental, le droit de la défense. Et voilà, qui est arrivé juste après l'affaire Dreyfus, où les avocats n'ont plus été cantonnés dans le rôle de ceux qui prennent note en fait du jugement. Donc voilà, les Baumettes, ça nous raconte aussi une classe sociale qui n'a pas forcément accès aux moyens de se défendre. Je m'en foutisme aussi du système judiciaire. Je pense à la scène où il y a une scène de visioconférence dans le film entre le détenu, son avocat et les juges, et en fait il n'entend même pas ce qu'on lui dit à travers l'écran. Non, c'est pas un je m'en foutisme de leur part. C'est qu'en fait, la France est un des pays d'Europe qui consacre le moins de part de son PIB à la justice. Donc en fait, ne pas extraire un détenu, ça coûte moins cher. De faire une visioconférence et d'improviser ainsi un mini-tribunal par écran interposé, c'est évidemment pas idéal, mais ça, c'est pas les juges qui l'ont décidé en fait. C'est les moyens qu'on leur a accordés. Moi, je dirais en une phrase, quand on rentre dans une prison française comme ça, et particulièrement une maison d'arrêt, c'est-à-dire où on est sur des petites peines et des gens qui sont multirécidivistes, qui sont là pour des petites peines et qui vont retomber, qui reviennent, qui ressortent, qui reviennent, qui ressortent, parce que dehors la vie est dure et qu'il faut trouver de quoi se débrouiller. Mais quand on voit ça, en fait, moi, il y a une seule idée qui me vient en tête, c'est qu'on est à un niveau en France d'arriération sur la politique pénale. J'ai bien dit d'arriération. Oui, le mot est là. Partout. Autour de nous, dans les pays du Nord, au Canada, des expériences sont menées maintenant depuis plusieurs décennies dans certains endroits et qui montrent qu'on peut vider les prisons, que quand on vide les prisons sur tous les petits délits, il n'y a pas plus de délits dans la rue, il n'y a pas plus d'agressions, il n'y a pas plus de danger dans la rue. Les prisons suédoises se vident, les prisons canadiennes se vident complètement. Un détenu en prison, ça coûte entre 100 et 140 euros par jour, en fonction de est-ce que le bâtiment de la prison est public ou privé. Entre 100 et 140 euros. Un détenu en bracelet électronique dehors qui peut travailler, ça coûte 10 euros par jour. Un détenu qui est dehors avec un bracelet électronique et qui va suivre une formation, c'est-à-dire vraiment pour lequel on peut déclencher quelque chose qui fasse que ça va l'aider à se réinsérer, ça coûte entre 30 et 40 euros par jour. Pourquoi on enferme ? Alors, peut-être certains cas dangereux, des choses comme ça. Mais pourquoi on enferme autant ? À quoi ça rime ? À strictement rien. Et puis, Jean-Robert parlait de la Suède et des détenus dangereux. Ouais. C'est d'autant plus eux qu'il faut soigner et guérir avant de sortir. En Suède, la loi indique que les détenus doivent avoir 6 heures par jour d'occupation. Ils doivent être occupés 6 heures par jour. En France, il n'y a aucune loi, aucune norme qui force les détenus à être occupés. Ils ne le sont pas. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que pour les détenus dangereux, justement, la Suède a prévu un ensemble de programmes de réhabilitation pour penser à ce qu'on a fait, guérir de ce qu'on est,
et qui sont extrêmement suivis, d'où un taux de récidive beaucoup moins important. En France, ça n'est pas le cas. Et on peut sortir aujourd'hui en France et de plus en plus avec ce qu'on appelle des peines sèches, où il n'y a pas des sorties sèches, où il n'y a aucun suivi. Ce qui explique aussi que plus de 60% des gens qui ont été incarcérés en France retourneront en prison, parce qu'ils ne sont pas guéris. Ouais, on le voit dans le film. Alors les murs, ils empêchent de sortir, mais ils n'empêchent pas de penser. Il y a notamment beaucoup de scènes de conversation qui sont très belles d'ailleurs, je trouve, mais de ce que vous avez vu, l'enfermement et la lumière de ce qu'on vient de dire, ça sert à réfléchir à quoi ? Est-ce qu'ils pensent déjà à l'avenir, ou est-ce que le présent importe avant tout ? Le présent est très important. Ils sont très occupés, je pense, les détenus qu'on a rencontrés. Nous, on les sent très, très occupés, préoccupés par leur présent. Déjà, comment remplir ce présent, et puis comment se débrouiller dans le système. Tout est ubuesque, en fait, à l'intérieur. Pour commander des clopes, c'est ubuesque. Pour avoir un rendez-vous chez le dentiste à l'intérieur de la prison, c'est ubuesque. Pour pouvoir avoir une audition avec un gardien, c'est ubuesque. Pour récupérer une carte d'identité qui est chez soi et qu'il faut demander à sa femme, il faut faire des courriers. Ces courriers, le temps qu'ils soient transmis, c'est ubuesque. Tout est absolument ubuesque. Je ne sais pas comment vous dire. Si vous savez, parfois on téléphone et on fait taper 1, taper 4, taper 3, etc. La prison, c'est ça, puissance 1000. Ouais. Pour les détenus tous les jours, surtout. Sur tous les éléments de la vie, tous les éléments les plus simples, c'est ça. Si vous avez une rage de dents, vous êtes dans une prison où il y a 1000 places et qu'il y a 1500 personnes, il n'y a pas plus de dentistes, il n'y a pas plus de médecins, il n'y a pas plus d'infirmières. Donc quand vous demandez un rendez-vous pour être soigné d'une rage de dents, au lieu d'avoir un rendez-vous en urgence comme tout être humain à l'extérieur qui réussit à avoir un rendez-vous rapidement pour une rage de dents parce que ça fait vraiment très mal, en prison ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'attente. Donc évidemment, tout est comme ça. Donc on pense déjà à survivre à l'intérieur. Ensuite on pense à survivre parce qu'effectivement la violence dans des milieux fermés, elle s'exprime à plein. Donc il faut survivre aussi à la violence. Et puis il faut survivre au décrochage psychologique. Donc je pense que les détenus, ils sont... Et l'après, quand vous êtes dedans, comment faire des démarches vraiment pour se préparer un futur ? Est-ce qu'on peut faire des démarches et trouver un employeur ? On n'arrête pas de dire aux détenus, régulièrement, on leur dit, vous savez, pour sortir, si vous voulez sortir avec un aménagement de peine 3 mois avant la fin de votre peine, par exemple, il va falloir quand même que vous nous présentiez un projet professionnel et un boulot. C'est ubuesque. Comment vous voulez ? Déjà, on a du mal, on est dans des sociétés où quand on a 20 ans, on a du mal à trouver du boulot dehors. Et quand on a 20 ans et pas de formation en plus, pour la plupart, on a du mal à trouver du boulot dehors. Comment vous voulez que ces gens trouvent du boulot quand ils sont en prison ? Donc, enfin, je veux dire, c'est presque risible, quoi. Ce qui est beau, donc effectivement, les gens sont psychiquement occupés par ce quotidien, etc. Mais ce qui est beau, effectivement, c'est qu'on voit les rires. On voit l'humanitaire surgir. On voit des gens, là, qui font preuve de plein de choses, de dérision, d'intelligence, de camaraderie, on le disait tout à l'heure. Et donc, effectivement, à l'intérieur de tout ce décor, ce système oppressant, cette absurdité, l'humanité est encore là, elle ressurgit. C'est-à-dire que ces gens-là, et parfois même dans les relations avec certains des surveillants, l'humanité ressurgit, elle est là. Et elle est là comme par magie, il y a quelque chose, il y a des fleurs, il y a des fleurs qui poussent dans le béton, des mauvaises herbes, mais les mauvaises herbes ont quelque chose de bon là, qui pousse au milieu des failles du béton, dans les interstices, et l'humanité arrive toujours à ressurgir d'une manière complètement sidérante en fait. Et ça nous a vraiment, nous, énormément sidérés, et on a vraiment fait très attention, on a été très attentif à réussir à capter ça dans ce film, pour pas que le film soit une plongée absolument anxiogène dans la prison, mais qu'au contraire, l'humanité puisse s'exprimer à plein. Est-ce qu'il y a des thèmes que dont vous aimeriez particulièrement parler en tant que documentariste, réalisateur, réalisatrice, avec ce pouvoir de montrer au monde ? Est-ce qu'il y a des nouveaux thèmes maintenant qui vous intéressent ? Je crois que depuis un petit moment, moi, je m'intéresse à la façon dont on juge les hommes. Je m'interroge en fait sur ce qu'ils ont vécu avant de venir en prison, avant d'être jugés, et ce qui les a conduits là. Et puis je crois que l'exclusion en général, enfin en tout cas les hommes qu'on voit pas, oui, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Vous avez un nouveau projet, vous, Alice ? Pas encore. Pas encore. Suspense. Et vous, Jean-Robert ? Moi, ce qui m'intéresse,
C'est les questions que je me pose dans la vie, comme tout à chacun en fait. Ouais. Tous les films que j'ai fait jusqu'à là, c'est parce qu'à un moment donné, une question me vient à l'esprit, ou une colère, ou une révolte, et je me dis mais c'est pas possible, c'est comme ça que ça se passe chez nous, c'est ça le monde dans lequel je vis, c'est ça le monde dans lequel j'élève mes enfants. Et donc pour moi chaque film est une tentative, à droite, maladroite, peu importe, mais de répondre à ces questions que je me pose ou à ces révoltes. C'est toujours ça qui a motivé moi mon travail de réalisateur depuis le début, depuis 20 ans. Et je continuerai comme ça, essayer de garder cette fraîcheur-là, la possibilité d'être en colère, d'être révolté, C'est bien dit. d'avoir envie de faire la révolution, d'avoir envie de voir le monde autrement, de pas forcément l'accepter tel qu'il est. Ouais. Voilà. Et donc je continue, je suis sur un nouveau projet, mais je peux pas malheureusement encore en parler. Bon. Et une dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur culturel ? Moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps au Théâtre de la Criée à Marseille la compagnie XY. Ok. C'est une troupe d'une vingtaine de personnes, des gros, des minces, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, qui ensemble font des acrobaties en fait. C'est quoi, c'est des circassiens ? C'est des circassiens, ils se jettent en l'air, ils font des pyramides humaines, c'est d'une poésie complètement folle, et ce qui m'impressionne, c'est la façon dont un groupe peut réussir à fonctionner comme ça, ensemble. Et puis, tout d'un coup, on sent qu'ils ont perdu la notion de gravité même, et j'ai trouvé ça hyper beau. Et moi, je dirais que un truc qui a quelques années déjà, mais qui m'a complètement pulvérisé, qui m'a complètement subjugué, qui est un livre qui s'appelle Anima de Wajdin Mouawad. Ok. Une œuvre littéraire sublime intellectuellement, sublime esthétiquement sur le plan du langage, et parfois à la limite du supportable malgré tout, tellement c'est fort et tellement c'est puissant. Donc c'est presque irracontable, tellement c'est grand et savant et en même temps accessible. Une sorte d'immense polar intellectuel-culturel, enfin à lire absolument. Un bouquin qu'on peut même garder à côté de soi, chez soi, pendant très longtemps avant de le lire, mais il faut l'avoir, il faut le lire, ce livre, Anima. Et puis un documentaire plus récent, sans doute encore un peu difficile à trouver parce que pas encore sorti, qui est un documentaire d'un réalisateur polonais qui s'appelle The Wind, a documentary thriller. Donc une sorte de thriller documentaire dans un village de moyenne montagne polonais, un village qui est attaqué par des tempêtes de vent dantesques 2-3 fois par an, et c'est tout un film qui se passe dans ce village entre deux immenses tempêtes, et c'est le travail, la rugosité, la rudesse des gens au travail, encadré comme ça, en attente de la prochaine tempête pour survivre. C'est un film magnifique, il s'appelle The Wind. D'un réalisateur qui s'appelle, je vais vous dire le nom qui s'appelle Bielowski. Ok, à voir. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Jean-Robert Vialet et Alice Audio vous a plu, s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez également pas à vous abonner à la quille sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez sur Apple Podcast, à mettre 5 étoiles, c'est la seule manière d'être mieux référencé par la plateforme. Je sais, je vous demande ça chaque semaine, mais c'est très important. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité, et à la semaine prochaine.